Alors, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien, comme ça? Personne ne proteste, donc c'est que je pense qu'on m'entend bien jusqu'au fond de la salle. Pas compris. Bienvenue à tous à cette 4e conférence du cycle Religion et économie, la crise de toutes les croyances, intitulée Face à la pauvreté, l'économie sociale et solidaire. Je salue en particulier les 3 intervenants du jour, M. Francis Kern, M. Frédéric Rognon et M. Marc Feix. Je salue également M. Thierry Burger, doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion. Et M. Gounel arrivera certainement en cours de route, il est retenu pour l'instant à une réunion. Je vais commencer par présenter très rapidement les 3 intervenants pour que vous sachiez qui est-ce que vous avez en face de vous. Francis Kern est professeur de sciences économiques et chercheur au Bureau d'économie théorique et appliquée du CNRS. Et il a récemment dirigé avec d'autres un ouvrage intitulé « Crise, régulation et soutenabilité du développement », publié en 2011. En l'occurrence, la thématique du développement est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous impulsez depuis une vingtaine d'années différents projets de coopération, notamment sur le continent africain. Monsieur Rognon, à votre gauche, est professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante, membre du Centre de sociologie des religions et d'éthique sociale, et vous touchez aux questions économiques et sociales, notamment à travers l'étude de Jacques Ellul, dont vous êtes un des spécialistes français, mais aussi à travers l'attention que vous portez au courant solidariste. Et vous avez très récemment publié un petit ouvrage intitulé « Lanza del Vasto ou l'expérimentation communautaire ». C'est un des précurseurs de la décroissance dont nous reparlerons durant la dernière conférence de ce cycle. Et enfin, M. Feix, vous êtes chargé de cours à la faculté de théologie catholique, en éthique et en théologie morale. Vous êtes membre, entre autres, du comité scientifique des Semaines sociales de France et du Centre d'études et d'action sociale d'Alsace. Vous avez notamment publié « L'Église au carrefour des réalités sociales et politiques ». Quant à moi, je m'appelle Martin Kopp, je suis doctorant en 3e année en théologie protestante et je travaille sur la décroissance. J'interviendrai lors de la dernière conférence de ce cycle. Je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous ce soir, ainsi que les intervenants, pour discuter d'un thème qui est relativement original en ce qu'il fait se rencontrer à la fois une problématique, celle de la pauvreté, donc le quotidien, le concret de la vie des gens en France et dans d'autres pays du fait de la crise, ainsi que dans le reste du monde. Nous avons une ouverture sur le continent africain grâce à M. Kern. Un thème qui fait donc se rencontrer une problématique et puis d'autre part un secteur de l'économie qui, s'il ne prétend peut-être pas à être une alternative totalisante, du moins essaye d'instiller, de travailler à des valeurs différentes, l'économie sociale et solidaire, qui réfléchit donc à la notion d'utilité sociale et de solidarité. Un thème très concret, et pourtant nous prendrons certainement un peu de recul, pas forcément pour théoriser, mais au moins pour nous interroger sur le sens des mots. Qu'appelle-t-on la pauvreté? Qu'appelle-t-on la richesse? Qu'est-ce que c'est au fond que l'utilité sociale? Comment la mesurer peut-être? Et qu'est-ce que la solidarité au juste? Cette réflexion, je vous propose de la mener en 3 temps. Dans un premier temps, nous aurons une petite intervention d'une dizaine de minutes de chacun des 3 intervenants, donc une sorte d'input initial, suite à quoi il y aura un quart d'heure, 20 minutes de débat entre les intervenants, où ils pourront se répondre les uns aux autres ou s'interpeller en fonction de ce qui a été dit. Et dans un 3e temps, nous ouvrirons le débat avec la salle et nous prendrons les questions. Nous espérons pouvoir sauvegarder entre une demi-heure et 3 quarts d'heure de temps pour l'échange avec vous. Nous avons une contrainte, c'est que le palais universitaire ferme à 20h. Donc nous allons essayer de terminer au plus tard à 45 pour que vous arriviez tous à sortir sans être enfermés. Voilà, et nous aussi, par la même occasion. Alors, je cède tout d'abord la parole à M. Kern. Ensuite, je la donnerai à Frédéric Rognon et pour terminer à M. Feix. Merci Martin Kopp
pour ces paroles introductives. Et je dirais qu'effectivement, ce qui me concerne, vous l'avez mis en avant, c'est le travail sur l'économie du développement et sur l'analyse économique du développement. C'est vrai aussi que j'aime bien peut-être rappeler d'où on parle, puisque dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas pour avoir une approche narcissique, mais dire voilà qui on est, c'est que je suis aussi président du collectif pour la promotion du commerce équitable et à ce titre administrateur de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Alsace, de la CRES Alsace. Et nous avons, alors ça c'est sur ce partenariat un peu original, un accord de partenariat entre la CRES et la faculté de sciences économiques et de gestion, plus exactement avec l'unité de recherche, le BETA, sur un observatoire touchant à l'économie sociale et solidaire. Et je pense que justement, c'est ce qui est aussi intéressant dans ce type de confrontation, d'échange, dans sa dimension vraiment pluridisciplinaire, parce que quand je vois religion et économie, la crise de toutes les croyances, bon, j'ai parfois du mal à me situer, mais je pense que justement, c'est tout à fait intéressant. Et ici même, vendredi, cette question s'est posée lors de la soutenance de thèse de Pinar Selek, certains d'entre vous ont entendu parler, qui a été donc condamné en Turquie, que l'Université de Strasbourg défend avec acharnement et entre autres au nom de la liberté académique. Et la présidente du jury, dans cette salle, à la fin de la conférence, rappelait qu'effectivement, comment concilier la pratique scientifique, celle du chercheur, mais aussi ses engagements citoyens. Et donc, moi, toute proportion gardée, c'est un peu dans le domaine de l'ESS, cette double approche, d'essayer d'avoir une approche analytique, mais aussi de celle d'un engagement citoyen autour de la question du commerce équitable et plus largement, je le dis, d'une étude sur l'économie sociale et solidaire. Je participe à ce titre, j'étais dans la création d'un master en ingénierie de projet en économie sociale et solidaire qui a grand rayonnement aujourd'hui, qui est cohabilité par l'Université de Strasbourg et de Haute-Alsace et qui est localisé à la fonderie à Mulhouse et qui est justement une pépinière de gens qui travaillent sur ces questions et qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de structures de l'ESS et dans les collectivités locales. Ça, c'est un peu sur le paysage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par économie sociale et solidaire? Et je crois que là aussi, c'est assez intéressant de reprendre l'historique très rapidement. C'est que simplement, l'économie sociale se développe après la révolution industrielle au XIXe siècle autour de deux formes, une sorte de résistance ou de réponse à ce capitalisme libéral du milieu du XIXe siècle, que sont d'une part les coopératives et d'autre part les mutuelles. Et donc, c'est des formes au départ d'entraide qui se mettent en place, les premières formes auprès des mineurs, chez les cheminots, les premières professions organisées, professions et milieux ouvriers, et on essaye, il n'y a pas de protection sociale, bien entendu, donc de pouvoir s'entraider en cas où quelqu'un tombe malade, un accident du travail ou autre, première caisse d'entraide. Et donc l'économie sociale, son origine, elle est là. Alors il y a des travaux d'un certain nombre d'économistes, comme Charles Gide et autres, sur ce qu'a été l'économie coopérative ou la coopération au 19e. Et comme on le voit, c'est le terme de coopération qui est mis en avant, et non pas, j'allais dire, celui sacro-saint de concurrence qui fait tant parler de lui, qui a été même un point d'achoppement lors du référendum de 2004 sur l'Union européenne, du traité constitutionnel, d'une concurrence dite libre et non faussée. Et là, la réponse, c'est la coopération. Et peut-être que les choses évoluent, puisque le dernier ouvrage de Daniel Cohen traite précisément de cette idée que derrière l'homo economicus et donc l'individualisme et la concurrence, réémergent des valeurs de coopération. Donc les coopératives, on les retrouve dans des tas de domaines, bien sûr, les premières des coopératives ouvrières de production, mais aussi des coopératives dans l'habitat, dans la consommation. L'histoire, malheureusement, qui se termine difficilement de Coop Alsace en est un exemple, mais aussi proche de nous, la réussite de Coop Suisse en est un autre. Donc coopératives de consommateurs, d'habitat, et donc qui peuvent donc prendre des formes diverses, mais aussi dans le domaine de la banque, de banques coopératives ou mutuelles. Et c'est comme ça qu'est né, suite à l'initiative de Raiffeisen, les caisses qui d'ailleurs en Allemagne et surtout en Suisse portent toujours leur nom, les caisses Raiffeisen, et l'équivalent en Alsace que sont les caisses mutuelles, comme son nom l'indique, mutuelles de dépôt et de prêt, qui donnent naissance en se fédérant à la banque fédérative du crédit mutuel. Donc on a différents domaines qui touchent le domaine de la coopération, et idem dans les mutuelles. Alors dans les mutuelles, vous avez bien sûr des mutuelles qui sont les mutuelles de santé, vous les connaissez tous, je crois que la moitié des Français sont eux-mêmes adhérents
dehors du système du régime général de la sécurité sociale, d'une mutuelle, de santé, mais aussi d'assurance. Et vous remarquez que ces derniers temps, elles réaffirment leur identité. Pendant les 30 Glorieuses, on peut dire, ils cachaient un peu leur drapeau, elles cachaient leur identité, et dernièrement, que ce soit la Maïf, que ce soit la Massif, elles remettent en avant le fait qu'elles sont mutuelles. Alors, vous avez entendu la dernière pub du Crédit Mutuel sur « Nous sommes une banque qui appartient à ces 7,5 millions de sociétaires ». Et donc, il y a tout ce monde de la coopération et de la mutualité qui se développe. Bien sûr, depuis les lois de 1901-1906, est venue s'ajouter une troisième grande famille dans l'économie sociale et solidaire, que sont les associations. Loi de 1901 ou loi de 1906, selon si on est en France, en Alsace-Moselle. Et donc, autour de ces trois grandes familles, dans les années 50, on a, je dirais, toujours mis en avant l'idée du statut, que ce qui distinguait l'économie sociale du reste de l'économie, c'était ces statuts différents qui mettent en avant la coopération, la mutualité, ou dans le cas de l'association, le projet collectif qu'une équipe met en place en créant une association. C'est quand même une initiative qui est d'abord, et on reviendra tout à l'heure, collective. Donc ça, c'est peut-être une première définition. Et puis, dans les années, avec la crise des années 70 déjà, de l'État-providence, qui ne peut plus répondre déjà à l'époque, il y a plus de 30 ans, dans la crise du Fordis des années 70, qu'est-ce qui se passe? On assiste à une sorte de retrait ou de désengagement de l'État, et il confie souvent un certain nombre de ses missions d'intérêt général ou des services publics à des associations. Et se développe alors un certain nombre d'associations. Alors, je pense par exemple aux associations qui s'occupent de l'aide à la personne, que ce soit des personnes âgées ou les handicapés, que ce soit les structures d'insertion par l'économique, que ce soit d'autres activités nouvelles, justement, j'en parlais, comme développement du commerce équitable. Et donc, en fait, je dirais en 2002, Alain Lipiès, dans un ouvrage qu'il avait remis au commissaire au plan à l'époque et au ministre de l'économie sociale et solidaire, avait fait un ouvrage qui s'appelait « Pour le tiers secteur, l'économie sociale et solidaire, pourquoi et comment ?» qu'il avait donc remis à Elisabeth Guigou comme ministre de l'Emploi et de la Solidarité à ce moment-là, mais aussi il y avait déjà un secrétariat d'État dont s'occupait Jeantet de l'économie sociale et solidaire dans le gouvernement Jospin de l'époque. Et dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'il met en avant dans son analyse? Il dit il faudrait peut-être alors je dis tiers secteur, qu'on aille plus loin. Il n'y a pas qu'un problème de statut, il y a aussi il y a aussi une nouvelle dimension qui est celle d'activité, et vous avez utilisé le terme tout à l'heure, d'utilité sociale, d'utilité environnementale qui se sont développées. Et ces activités, il faudrait pouvoir les caractériser. Et en plus, elles ne sont ni strictement publiques, c'est-à-dire relevant de l'administration de l'État, ni strictement privées. D'où ce terme de tiers secteur, où il reprend l'idée du tiers État au moment de la Révolution française dans le domaine politique. Donc un tiers secteur qui est un secteur hybride, qui n'est ni l'un ni l'autre. Mais ce qu'il a surtout permis, c'est qu'il a redonné une dynamique nouvelle à l'économie sociale, je disais tout à l'heure, qui avait plutôt tendance à travailler en catimini, à ne pas s'affirmer en termes identitaires, et ça a redonné, depuis maintenant une vingtaine d'années, sans doute un dynamisme nouveau. Et c'est tout récemment que la Chambre régionale de l'économie sociale, avec un S, est devenue, il y a 1 an, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Ces CRES, d'ailleurs, aujourd'hui, donc, fédèrent l'ensemble de ces familles, mais aussi ces activités nouvelles. Et il existe un Conseil national des CRES, c'est celui qui a négocié avec Benoît Hamon la nouvelle loi sur l'économie sociale et solidaire qui a été promulguée l'été dernier. Donc il y a un intérêt, il y a un renouveau, il y a une nouvelle vision qui utilise les deux termes et économie sociale et économie solidaire. Alors au-delà de la définition, je dirais, juridique, des statuts, j'étais en train de dire, il y a aussi donc cette dynamique économique, je vais y revenir, de l'économie solidaire. Il y a aussi, bien sûr, les valeurs que cette économie porte. Et ces valeurs, ce sont essentiellement des valeurs, prenons très rapidement, un homme ou une personne, une voix. Et ce qui distingue des sociétés anonymes où, dans les assemblées générales, c'est en fonction, aux proportions du nombre d'actions que vous détenez, que vous pouvez voter. C'est pondéré par vos titres de propriété que vous avez de l'entreprise. Ici, dans la coopérative, comme dans les assemblées générales pour les mutualistes, comme dans les assemblées générales d'associations, une personne, une voix. Et ça, je crois que c'est une première démarcation très forte en termes de valeur. Au-delà, il y a aussi le fait que
la profitabilité, ou ce qu'on apprend nous en économie, la maximisation du profit de la part de l'entrepreneur ou du producteur, n'est pas une condition ou n'est pas un objectif essentiel. Certes, ces activités doivent rechercher leur rentabilité, leur lucrativité, mais c'est de loin pas l'objectif premier. Donc on appelle ça souvent une lucrativité limitée en ce qui concerne les structures de l'ESS. Et dans cette veine, je dirais, ces dernières années, dans l'ESS, et ce que j'ai trouvé intéressant, et qui est dans la suite de travaux qu'on fait dans notre labo Beta sur l'innovation, c'est développer non seulement l'innovation technologique, l'innovation socio-organisationnelle, mais vraiment les innovations sociales. Et on se rend compte que, précisément, les structures de l'économie sociale et solidaire ont été porteurs de ces innovations sociales. Prenons quelques exemples. Je citais tout à l'heure, bon, c'est vrai, Max Havelaar et le commerce équitable, mais pour prendre aussi, par exemple, le covoiturage, Auto Autrement, on peut prendre l'idée des jardins de cocagne ou des jardins partagés, celle des énergies citoyennes, on pourra y revenir, le travail magnifique que fait Habitat et Humanisme pour voir comment avoir d'autres relations avec ses locataires de la part d'un propriétaire. Et donc, on voit qu'il y a d'autres types de relations sociales qui peuvent se tisser. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, se sont développées de nouvelles structures juridiques, mais qui je crois, reflètent bien, je ne suis pas à faire du juridisme, mais reflètent bien cet état d'esprit. Les SIC, qui sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif, SCIC, et qui permettent d'associer les salariés et les collectivités dans le même conseil d'administration, ce qu'une coopérative ne fait pas, puisqu'il n'y a que les sociétaires membres de cette coopérative. Donc c'est une vraie ouverture sur d'autres acteurs. On pourrait parler ici de management des parties prenantes, de stakeholders qui travaillent ensemble, et donc là aussi, l'ESS peut se positionner dans ce domaine. Autre exemple, toujours en termes alors cette fois d'innovation juridique, les coopératives d'activité et d'emploi, les CAE. Alors ça, je trouve ça absolument génial. Parce que la CAE, ce sont des gens qui sont des porteurs de projets, des entrepreneurs individuels, mais qui, au lieu d'être, comme le prévoit la loi sur l'auto-entrepreneuriat, confinés chez eux tout seuls à se débrouiller, ils peuvent, dans le cadre d'une coopérative, se mettre en coopérative. Et on est dans un paradoxe fabuleux, c'est qu'on a une coopérative d'entrepreneurs, comme quoi l'ESS ne rejette pas du tout l'idée d'entrepreneuriat, elle développe au contraire l'idée, et on pourra en discuter, d'entrepreneuriat social, d'entrepreneuriat solidaire, porté sur des innovations en premier lieu sociales. Et je terminerai donc en disant que ça, c'est sur l'évolution rapide de l'économie sociale du 19e vers ce qu'on entend aujourd'hui par une économie sociale et solidaire. Mais je pense que ce qu'il faut retenir aussi dans le cadre de ce questionnement sur la pauvreté, c'est qu'il y a une dimension redistributive. Donc là, je me mets à une échelle qui est plus macroéconomique, plus globale, et non plus au niveau des structures elles-mêmes et de l'engagement des personnels, des salariés ou des acteurs dans ces structures, mais cette dimension redistributive. Prenons un exemple. Dans les chèques déjeuner, qui emploie, je crois, 2000 personnes, vous connaissez, c'est une des entreprises, les chèques déjeuner, c'est une coopérative. Eh bien, la hiérarchie des salaires dans cette coopérative de 2000 personnes, elle est de 1 à 7. Trouvez beaucoup d'entreprises de l'économie en général dans lesquelles, quand on voit ce qu'ont sont devenus les parachutes dorés et les écarts de salaire, qui est une telle vision éthique. Et on peut multiplier les exemples. Dans les coopératives, on limite les hiérarchies de salaire. De même, dans les coopératives, il y a une partie des bénéfices qui peuvent être redistribués entre les sociétaires, mais une partie reste comme fonds d'autofinancement incompressible au sein de la coopérative. Et donc je dirais qu'on peut, avec l'ESS, avoir une vision moins inégalitaire, peut-être plus l'équité et l'éthique qui sont présentes, ce qui ne veut pas dire, on peut en discuter, qu'il n'y a pas aussi évidemment des questions qui se posent, de conditions de travail, de hiérarchie, etc. aussi, mais qu'il y a cette volonté qui est affirmée dans les structures de l'ESS. Et c'est peut-être par ce biais-là qu'elle peut participer aussi à la lutte contre la pauvreté et qui ouvrirait sur d'autres domaines. Vous avez parlé avant de décroissance, mais on verra plus tard, mais qui fait qu'à travers cette volonté d'éthique, de redistribution, en quelque sorte, des fruits de la croissance, de la richesse, de sa fonction redistributive des richesses, en tout cas dans le domaine de la coopération et de la mutualité, elle participe, mais par ce biais-là, d'abord à la lutte contre la pauvreté, mais aussi en essayant de donner la possibilité à des gens de réaliser leurs projets, ce que je disais avant, dans sa dimension plus entrepreneuriale
de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir réussi aussi à respecter le temps. Je ne vous ai même pas montré, mais j'impose à mes voisins des petits signes colorés qui leur indiquent la limite. Alors tant que c'est vert, c'est bon, c'est 2 minutes. Quand ça devient orange, c'est moins bon, c'est 30 secondes. Et puis on termine par le rouge qui est un peu barbare, mais en général, on n'arrive pas jusque-là. Voilà. Alors merci à vous pour cette mise en perspective historique et pour cette tentative de définition d'un secteur qui est parfois aux frontières floues et difficile à cerner. Vous avez bien rappelé qu'au départ, c'était surtout une question de statut et puis qu'après, on a pris en compte la notion, la nature même des activités, les valeurs, dont notamment la solidarité. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas trop l'économie sociale et solidaire avant de venir, ça vous permet de mettre un petit peu les choses à leur place. Maintenant, je me tourne vers Frédéric Rognon, à qui je laisse la parole. Nous avons la première parole d'un théologien sur cette question et donc une interpellation peut-être d'un terrain différent. Merci. Merci et bonsoir à chacune et à chacun. Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative d'un cycle de conférences réellement interdisciplinaire. Francis Kern a parlé de pluridisciplinarité. Pour ma part, je parlerai d'interdisciplinarité parce qu'il me semble que ce cycle met vraiment en dialogue des disciplines et évite précisément le risque de la pluridisciplinarité qui parfois peut signifier une juxtaposition de monologues disciplinaires. Nous sommes là dans un cadre d'interpellation réciproquement critique et personnellement je m'en réjouis, c'est trop rare dans l'université française. Je commencerai d'un point de vue de théologien et de théologien protestant, par situer, à partir de l'intitulé de notre soirée, face à la pauvreté, l'économie sociale et solidaire, par situer le terme de pauvreté d'un point de vue théologique. Les protestants sont très attachés au corpus biblique. Et qu'est-ce que la pauvreté, qu'est-ce que la Bible nous dit de la pauvreté ? Précisément, la Bible ne nous en parle pas du tout, ne parle pas de la pauvreté, parce que la Bible n'est pas un traité d'économie, mais elle nous parle des pauvres. Elle nous parle toujours de personnes singulières. Et la Bible est un texte inspiré qui s'adresse à l'intimité de chacun et à la dimension existentielle de chacun. C'est pourquoi chacun est placé devant ce texte qui parle de personnes singulières et non pas de grandes réalités, en particulier de grandes réalités économiques. Mais il est question des pauvres tout au long de la Bible. Et il y a en particulier un passage des évangiles qui parle des pauvres d'une manière tout à fait singulière, puisqu'il est question à la fois, enfin, dans une des deux versions de ce texte, dans la version de Luc des pauvres et dans la version de Matthieu des pauvres pour l'esprit. Il s'agit du texte des Béatitudes qui déclare heureux les pauvres, selon Luc, ou heureux les pauvres pour l'esprit, selon Matthieu. Et c'est donc le même terme qui est employé ici. Précisons que dans le Nouveau Testament, dans le grec du Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul terme pour désigner les pauvres, alors qu'il y a 5 termes en hébreu pour désigner les pauvres dans le Premier Testament. Et il me semble que le travail de canonisation de ces textes, ceux qui ont décidé de garder ces deux versions, l'Église qui a décidé de maintenir la version de Matthieu et la version de Luc, nous dit quelque chose d'important, c'est qu'il y a une connexion entre les pauvres et les pauvres pour l'esprit. Et qu'ils sont tous les deux heureux. Luc ajoute que les riches sont maudits. Hein. C'est encore une autre considération qu'il faudrait traiter, mais les pauvres, d'un point de vue économique, et les pauvres pour l'esprit, que pour ma part je comprends ainsi, ceux qui se savent pauvres spirituellement, ceux qui savent qu'ils ne dépendent que de Dieu, ceux qui savent qu'ils ne sont pas pleins d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas repus par eux-mêmes, eh bien ceux-là sont dits heureux, ceux-là sont dits bienheureux par les paroles du Christ. Il me semble que cette connexion entre les pauvres et les pauvres pour l'esprit
nous dégage de tout réductionnisme économique, et la pauvreté n'est pas réduite à l'économie, la pauvreté est considérée sur différents plans par les textes bibliques. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, précisons, parce que je crois que c'est l'un des clivages précisément entre le Premier et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les pauvres sont l'objet de la sollicitude et de l'attention prioritaire du Dieu de Jésus-Christ et du Christ lui-même, qui a choisi de se faire pauvre. Qui a choisi de se faire pauvre et qui a donc assumé une pauvreté choisie. Et il nous faudra donc distinguer la pauvreté choisie de la pauvreté subie. Au cours de l'histoire du christianisme, plusieurs traditions, à la suite du Christ, dans une sorte d'imitation, plus que de suivance, mais d'imitation réelle du Christ, ont choisi la pauvreté et ont choisi de simplifier leur vie au point d'être des pauvres dans des sociétés qui étaient inégalitaires et donc où il y avait aussi des riches. Cette pauvreté choisie et non pas subie doit être considérée dans différentes dimensions, et en particulier dans la dimension de la tradition monastique, d'une part, tradition contemplative, le choix de la pauvreté, mais aussi dans la dimension du diaconat. Je pense en particulier aux communautés de diaconesses qui ont surgi au XIXe siècle, pour, en quelque sorte, choisir la pauvreté afin de soulager les pauvres qui subissent leur pauvreté. Une pauvreté choisie pour soulager la pauvreté subie. Et nous arrivons ici au XIXe siècle avec la question sociale que Francis Kern a évoquée, tous ces fléaux liés à la révolution industrielle. Et les chrétiens, certaines traditions chrétiennes, ont accompagné ce mouvement en choisissant la pauvreté, et d'autres l'ont accompagné en élaborant toute une théologie que l'on va appeler à la fin du XIXe siècle le christianisme social, qui consiste à prendre en charge la question sociale au nom des valeurs de l'Évangile. Et je crois que c'est là que nous pouvons rencontrer l'économie sociale et solidaire dans ses prodromes, dans ses signes avant-coureurs, dans le mouvement du christianisme social, parmi d'autres mouvements. C'est une des contributions à ce qu'on n'appelle pas encore l'économie sociale et solidaire. Le christianisme social au XIXe siècle a décidé de prendre au sérieux la question sociale et d'accompagner ceux qui subissent la pauvreté du fait de la révolution industrielle et du capitalisme. Alors j'interrogerai maintenant du point de vue chrétien, avec ces chrétiens sociaux du XIXe siècle, la notion de solidarité. La notion de solidarité intervient, on peut dire qu'elle a déjà, même si le mot n'y est pas, une réalité dans les textes bibliques. Je pense en particulier à la métaphore du corps humain de l'apôtre Paul, qui nous dit que chacun des membres du corps a besoin de chacun des autres et qu'il n'y en a pas un qui prime sur les autres. Et donc cette métaphore du corps humain va être mobilisée par les chrétiens du XIXe siècle parce que précisément, même si le mot n'y est pas, l'idéal de solidarité a déjà ici des racines bibliques. Le terme de solidarité en français répond à deux modèles premiers. Un modèle juridique tout d'abord, sont solidaires, c'est le droit romain qui prône la solidarité au sens juridique, c'est-à-dire que sont solidaires ceux qui ont une responsabilité collective au sein d'un groupe. Si au sein d'un groupe, d'une famille, l'un est endetté, tous les autres sont solidaires de celui qui est endetté et sont considérés eux aussi comme endettés. C'est le modèle juridique de la solidarité
auquel s'ajoute un modèle physiologique ou biologique, plus exactement physiologique, la solidarité précisément dans le corps vivant, dans le corps des êtres vivants, puisqu'on le sait, chacun des membres est lié à chacun des autres, pour le meilleur comme pour le pire. Hein. Lorsqu'un membre est en bonne santé, eh bien, les autres en bénéficient, mais on sait aujourd'hui que les cancers sont aussi une manière de solidarité négative, c'est-à-dire que l'ensemble du corps est mis à mal par la maladie de l'un des membres. Ce sont ces deux modèles qui vont ensuite servir à l'élaboration du troisième modèle, qui est le modèle sociopolitique, la solidarité au sein de la société entre ceux qui bénéficient d'un niveau de vie supérieur aux autres, et les chrétiens sociaux vont s'engager à la fin du XIXe siècle dans un mouvement qu'on va appeler qui va s'appeler le mouvement solidariste. Les solidaristes ne sont pas tous des chrétiens, mais les chrétiens sociaux seront très engagés dans ce mouvement. Et j'évoquerai en particulier parmi ces solidaristes qui vont prôner donc la solidarité au niveau sociopolitique, Charles Gide, que Francis Kern a déjà mentionné. Charles Gide, qui est moins connu que son neveu André Gide, mais qui mérite d'être connu, parce que c'est un immense économiste et en même temps un théologien qui prônait une république coopérative. Une république coopérative, c'est-à-dire une république qui échappe aux deux travers, aux deux modèles défectueux que sont le libéralisme échevelé et puis le totalitarisme, qu'il a connu, puisqu'il est mort en 1936, il a connu le stalinisme. Et pour échapper à la fois à un modèle dans lequel l'individu est seul face à un État minimal, la concurrence de tous contre tous, et le collectivisme qui est le régime d'un État régalien dans lequel l'individu n'existe que comme membre d'une masse, eh bien, il a proposé ce qui est, me semble-t-il, vraiment le modèle précurseur de l'économie sociale et solidaire, cette république coopérative qui consiste à instituer des instances intermédiaires entre l'individu et l'État. On pourra reparler de Charles Gide parce que c'est un personnage tout à fait fascinant. Il me semble que ce qu'il a à la fois proposé et initié, toutes ces coopératives de production, de consommation, mais aussi ces coopératives de savoir, les universités populaires dont on bénéficie aujourd'hui, qui sont issues de ce mouvement solidariste, et puis la finance solidaire, eh bien, Charles Gide a initié un mouvement qui, aujourd'hui, trouve son accomplissement dans la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, qui bénéficie maintenant d'un ministère, qui bénéficie d'une loi cadre qui va maintenant être présentée à l'Assemblée nationale au printemps. Et il me semble qu'il y a là, sans vouloir récupérer l'économie sociale et solidaire, il me semble qu'il y a une contribution chrétienne et en particulier protestante à cet idéal qui mérite tout à fait notre attention ce soir. Merci beaucoup à vous pour votre intervention et merci d'avoir montré aussi que la pauvreté, même si on la comprend spontanément comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qu'il faut combattre, a aussi pu être comprise dans l'histoire comme quelque chose de positif et de choisi même pour sa propre vie. Ça sera intéressant peut-être de discuter tout à l'heure de comment est-ce qu'on entend la pauvreté. Est-ce que c'est la même chose que la misère? Vous savez peut-être que Majid Ranema, ancien diplomate iranien, fait la différence entre la misère qui est l'absence du nécessaire et la pauvreté qui est l'absence du superflu. Voilà, peut-être qu'on peut travailler aussi sur ces notions. Et donc merci pour ce premier rapport théologique. Je passe maintenant la parole à M. Fex pour une intervention catholique.
Oui, merci. C'est peut-être pas très bien dit en l'occurrence. Non, je voulais commencer par dire que je m'inscrivais totalement dans ce qu'a développé Francis Kern tout à l'heure du point de vue un petit peu historique et économique, et aussi dans les fondements théologiques que Frédéric Rognon vient de nous dire. Et c'est relativement simple pour moi de compléter pour dire qu'à côté du christianisme social, il y avait un autre mouvement historique qui s'appelle le catholicisme social, mais qu'aujourd'hui, ces deux apports à ce qui est au fondement de l'économie sociale et solidaire s'expriment aussi de plus en plus de manière œcuménique aujourd'hui, dans la mesure où très souvent le slogan qui est mis en avant, c'est de ne rien faire séparément qu'on ne puisse faire ensemble, et notamment sur les questions sociales et pour répondre à la question de la pauvreté, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Frédéric. Je parlerai pour ma part plus du point de vue éthique que d'un point de vue strictement catholique, du moins dans cette première intervention. Comme le disait de manière sous-jacente tout à l'heure Francis Kern, l'économie sociale et solidaire se construit aujourd'hui sur fond de développement durable. Les trois piliers du développement durable, l'économique, l'environnemental et le social, sont au fondement même de l'économie sociale et solidaire. Et à ces trois aspects, économie, environnement et social, on ajoute souvent la notion de culture, un quatrième pilier, et aussi très souvent une colonne vertébrale qui est en fait le modèle démocratique, comme on l'a rappelé tout à l'heure, comme valeur, une personne, une voix. La particularité est que l'économie sociale et solidaire hiérarchise les trois termes, en mettant fortement l'accent premièrement sur le social, deuxièmement sur l'économique et troisièmement sur l'environnemental. Et cette manière de faire illustre, à mon sens, plusieurs modifications. Une première modification, c'est un nouveau rapport au temps. Une deuxième modification, c'est un nouveau rapport à la solitude versus solidarité, comme ça a déjà été indiqué à l'instant. Et troisièmement, un nouveau rapport à l'espace. Un nouveau rapport au temps. L'objet même de l'économie sociale et solidaire est de remettre des personnes au travail. C'est une étape vers le retour à l'emploi avec une primauté forte du travail sur le capital, comme cela a déjà été souligné. Et les exigences pour remettre des gens dans le circuit de l'emploi rémunéré, réapprendre des rythmes, se déplacer, se prendre en charge, acquérir de l'autonomie, etc., fait que l'économie sociale et solidaire est sur une autre temporalité que les autres entreprises dites du secteur normal. Et pourtant, cette économie sociale et solidaire est confrontée aux mêmes contraintes que toute autre entreprise. Production, délai de livraison, paiement des salaires et des cotisations, etc. Souvent, du coup, on reproche à ce modèle d'être une économie soutenue, notamment par les pouvoirs publics, et de proposer, on l'a aussi déjà évoqué tout à l'heure, mais d'une autre façon par rapport au référendum du traité constitutionnel de 2005, c'est-à-dire de proposer une concurrence faussée avec les entreprises classiques. Elles ont des subventions que d'autres n'ont pas. Et Pierre Roth, président du comité régional de l'économie sociale et solidaire Alsace, interrogé lors d'une récente table ronde, si les entreprises du CAC 40 qui bénéficient de fortes réductions de charges pour maintenir l'emploi en France jusqu'à SMIC plus 10%, étaient considérées comme non concurrentielles alors qu'aidées. Il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il a posé, mais il repose les choses de manière tout à fait juste, me semble-t-il, entre les deux modèles.
Il y a là, en fait, une représentation à l'égard de l'économie sociale et solidaire, et en fait, on oublie par là qu'elle coûte, certes, mais on oublie toujours de dire qu'elle rapporte à la société par les liens sociaux qu'elle réinstaure. Et on en vient tout directement au nouveau rapport entretenu à la solitude versus la solidarité. Comme la protection sociale est un élément supérieur dans l'économie sociale et solidaire que dans les PME ordinaires, et c'est un choix prioritaire, l'objectif de l'insertion est d'entrer sur le marché ordinaire du travail, de permettre aux personnes d'entrer sur le marché ordinaire. C'est la dimension inclusive de l'économie sociale et solidaire. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a un modèle de transformation économique et sociale par l'introduction de la dimension de la gestion démocratique dans ce type d'entreprise. On l'a déjà dit, une personne, une voix. Et la gouvernance démocratique est comme le socle du fonctionnement de l'économie sociale et solidaire pour devenir précisément coopérateur. Et très souvent, par exemple, il y a association des différentes parties prenantes de l'entreprise, fournisseurs, clients, voisins, etc., à la gouvernance de ces entreprises. Ainsi, entreprises voisines, associations ou PME handicap. La connaissance réciproque fait tomber les préjugés, les représentations. Prendre des risques pour autrui, pour qu'ils s'insèrent. On élabore des solutions, des conduites à tenir, à évaluer des politiques mises en place au sein de l'entreprise qui visent précisément la participation de tous. Problème de gestion du personnel. Quelle rentabilité? Résultat affecté prioritairement à l'investissement et au salaire. Et le choix fait par l'économie sociale et solidaire sans rechercher de dividendes pour l'actionnaire ou aussi limitation de la grille salariale, comme cela a été évoqué tout à l'heure. Question du salaire demeure, car statistiquement, il est tout de même moins élevé qu'ailleurs, ce qui pose aussi parfois une difficulté dans la réinsertion. On passe d'une réciprocité monétaire travail-salaire à une réciprocité relationnelle, d'une logique concurrentielle à une logique coopérative. Et enfin, troisième élément, un nouveau rapport à l'espace, c'est-à-dire dans le rapport entre le proche et le lointain. L'emploi créé dans l'économie sociale et solidaire n'est pas délocalisable. Elle est viscéralement liée à un territoire dont elle se sent solidaire. Autrement dit, l'économie sociale et solidaire entretient une relation particulière avec le territoire et les personnes qui vont mettre en œuvre son projet. Question de l'embauche, pour le reprendre, des métiers nécessitent des qualifications. Difficile de trouver parfois un exclu ayant la compétence recherchée. On ne va pas pour autant chercher l'exclu à l'autre bout du monde. Mais il est possible de former ici et de faire confiance. C'est le pari de l'économie sociale et solidaire. C'est un engendrement, une sorte de maïeutique. Et dans ce rapport au territoire, l'économie sociale et solidaire insiste sur les relations mutuelles et la réciprocité. De nouvelles compétences émergent. Il y a des mutualisations et des mises en commun. Il y a de nouvelles formes d'action collective. Il y a de nouvelles formes de reconnaissance de la contribution de chacun au projet collectif. Technologie, nouveaux partenaires, tour de table, etc. Le développement de l'emploi et de la croissance et de l'innovation vaut aussi pour l'économie sociale et solidaire. Autrement dit, comme le soulignait déjà Norbert Alter dans son ouvrage « Donner et prendre », la coopération est possible en entreprise, sans pour autant être une coopérative. Le problème est de savoir l'évaluer et la reconnaître, ce que les indicateurs financiers classiques ne permettent pas forcément de faire.
Voilà, de mon point de vue, ce que je voulais développer dans cette introduction, avant de passer à un modèle plus macroéconomique plus tard dans notre discussion. Merci beaucoup pour cette troisième présentation et pour ces trois spécificités, ce nouveau rapport au temps, ce nouveau rapport à la solidarité, ce nouveau rapport à l'espace que vous avez mis en valeur. Alors, à présent, je ne sais pas s'il y a des réactions spontanées de l'un ou de l'autre pour interpeller vos collègues. Peut-être que moi, j'aimerais vous titiller un petit peu. Vous avez parlé à l'instant du développement durable et nous parlons ce soir de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que le fait que nous ayons besoin de rajouter un adjectif signifie qu'en fait le développement n'est pas durable et que l'économie n'est pas sociale ni solidaire? Si tel était le cas, est-ce que l'économie sociale et solidaire ou le développement durable, si ça ne reste que des secteurs à la marge, qui ne colonisent pas le centre, qui ne deviennent pas la norme, est-ce qu'on est dans une situation où on peut effectivement lutter contre la pauvreté, contre l'exclusion? Est-ce qu'on est dans une situation où on peut mener l'économie, bon ça c'est peut-être pas tout à fait le sujet, mais c'est pour la question du développement durable, vers la soutenabilité? Est-ce que c'est pas un aveu au fond d'intituler l'économie sociale et solidaire de cette façon? Est-ce qu'on n'aurait pas là une des limites peut-être qu'on peut trouver ce soir dans notre débat sur l'apport de l'économie sociale et solidaire face à la pauvreté? Un apport, oui, vous l'avez dit, parce qu'on réinsère des gens, par exemple, on leur permet de trouver un emploi, mais un apport qui sera toujours limité par le centre qui demeure l'économie capitaliste concurrentielle. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a envie peut-être de répondre ou d'apporter une pensée par rapport à ça. Oui, c'est un exercice difficile. Si on fait une introduction, on veut à la fois réagir à ce qu'ont dit mes collègues et en même temps à la question que vous posez. Alors peut-être, pour répondre d'abord à votre question, je ne sais pas si je ne devrais pas terminer par ça, je voudrais d'abord rappeler que je suis vraiment stupéfait et ravi de voir que mes collègues ont développé, que ce soit sur le christianisme social et la République coopérative de Charles Gide, ou votre magistrale analyse du fait qu'effectivement les exonérations ne sont pas toujours là où l'on pense, puisque c'est une des attaques, je rappelle, qui a été faite souvent contre l'économie sociale et solidaire. C'est comme elle bénéficie de subventions publiques pour fonctionner, elle fausserait la concurrence des entreprises privées. Sauf que les exonérations, vous l'avez rappelé, ne touchent certainement pas que les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, je trouvais aussi que c'était tout à fait intéressant. Mais avant de répondre, moi, je ne sais pas, à votre question, ce que m'a fait la remarque de Frédéric Rognon, ce que ça m'a fait penser, c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui, effectivement, d'abord pour revenir sur la question de la pauvreté. Peut-être 2 points. Question de la pauvreté, parce que je pense effectivement les économistes, on est complètement déformés, puisqu'on a une vision, en fin de compte, de création de richesse qui est d'abord matérielle, la lutte contre la rareté, et qu'effectivement, aujourd'hui, devant ce qui est devenu la production de masse et la consommation de masse et l'amoncellement de richesse, mais sa non-redistribution, on arrive à des situations qui sont devenues dramatiques. Je vous rappelle, c'était il y a quelques jours le rapport Oxfam qui nous rappelle quand même qu'il y a aujourd'hui, grâce à la mondialisation néolibérale depuis 30 ans, 85 milliardaires dans le monde qui ont une richesse équivalente à 3,5 milliards d'individus. Donc pour montrer que la cristallisation et la polarisation des richesses s'est développée. Et donc face à ça, ce qui est intéressant dans votre remarque sur la pauvreté, en disant qu'elle peut être une pauvreté choisie et non pas subie, il faut distinguer, vous l'avez dit, misère et pauvreté. Et moi, ce que je trouve très intéressant ces derniers temps, ces dernières années, c'est toute la réflexion, entre autres avec Pierre Rabhi et avec beaucoup d'auteurs, sur la question de la frugalité, sur la question de la sobriété, sur le questionnement. Et il suffit de voir, je m'excuse, Yanukovych, les sanctuaires ou Poutine qui se créent. Je veux dire, voilà, ça dépasse l'entendement. Je veux dire, pour vivre heureux, c'est pas la peine d'amonceler autant de richesses et se croit revenu. Enfin, moi, je m'excuse, dans cette mondialisation libérale par rapport à la question de la pauvreté, à des situations qui étaient celles de l'époque antique. Bon. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur, et que ce qui m'intéresse beaucoup, frugalité, sobriété. Et du coup, c'est effectivement, ça questionne le modèle de développement. Parce que du coup, ce n'est plus un des points que les écologistes mettent souvent en avant sur la question du productivisme et du consumérisme.
qu'on peut repenser l'économie et la société en sortant de ces normes strictement productivistes, consuméristes. On parle même, Boltanski parle même aujourd'hui non plus de la consommation de masse, mais de l'hyperconsommation. Quand on voit comment la publicité arrive à s'insérer à ce point dans la vie, dans la pensée des gens, dans leurs pratiques, bref. Donc, je pense que là, il y a le questionnement sur le modèle de développement. Et là où je défendrai l'économie alors sociale et solidaire, par rapport à votre question, j'y arrive, je pense que c'est au cœur de son projet. C'est sûr qu'il y a des moments de compromis. Et quand on fait de la réinsertion par l'économique, on fait d'abord de la réinsertion avant de voir quelle est la finalité des emplois qui sont en jeu. Mais dans l'économie solidaire, la dimension de l'utilité sociale et environnementale, elle est présente. Et dans l'idée de coopération, je vais dans le sens de mon collègue à l'instant, ce qui a été proposé, je trouve que ça, comme projet, comme modèle économique, c'est les PTCE, des pôles territoriaux de coopération économique. À côté des pôles de compétitivité dont on se targue tellement, où on met tout le monde en concurrence, encore une fois, eh bien, les territoires sont capables d'avoir d'autres réponses. Ça concrétise, je ne vais pas aller plus loin, ce que vous avez tout à fait bien amené sur l'ESS, son ancrage territorial, la manière de faire vivre le territoire. Donc je pense que, si vous voulez, l'ESS, oui, il y a des compromis, il y a des moments où la dimension du développement durable n'est pas toujours perceptible, je le dis, mais qu'au cœur de son projet, bien sûr, c'est une vision de changement social et qui va dans le sens d'un autre modèle de développement. Et du coup, justement, frugalité et sobriété sont des valeurs qui sont tout à fait celles de l'économie sociale et solidaire. Je répondrai comme ça pour l'instant. Merci. Alors, je rejoins tout à fait ce qui est sous-entendu par la question de Martin Kopp. Si on doit qualifier l'économie de sociale et solidaire, c'est que l'économie elle-même soit a trahi sa propre vocation, soit dans son essence même n'est pas sociale et solidaire. Et il me semble, pour ma part, que l'économie, si on revient au sens même du mot économie, l'économie doit être dans son essence sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'elle est la gestion de la maison, la gestion donc forcément de partage au sein de la maison, au sein de la maisonnée, avec le partage entre les membres de la maisonnée. Et que si on a été obligé d'ajouter ces qualificatifs, c'est bien que l'économie a failli et a dérivé vers un réductionnisme qui est indu. Je terminerai cette intervention par un clin d'œil, parce qu'on pourrait dire la même chose du christianisme social. Pourquoi être obligé de le qualifier de social? Le christianisme est social dans son essence. Et si on l'a qualifié de social à un moment donné, à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il avait probablement failli de sa vocation d'être pour tous, y compris pour les plus pauvres. Et là, il me semble qu'il y a un indice d'une faillite, au moins d'une défaillance, lorsqu'on ajoute un qualificatif à un terme qui devrait en lui-même inclure cette vocation. Merci pour cette réaction. Oui, je réagis plus à ce qui vient d'être développé, plus que directement à votre question initiale, pour pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Et je vais spécifier les choses du point de vue peut-être catholique, parce qu'il y a eu dernièrement dans l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, l'amour dans la vérité, une innovation qui est passée presque inaperçue, sauf dans les milieux économiques qui ont quand même vu cela, notamment les milieux économiques libéraux américains, et ça a été repris dernièrement dans une critique par rapport à l'encyclique du pape François qui vient juste de paraître, avec des tribunes extrêmement sévères, notamment dans le Wall Street Journal. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de neuf dans le discours catholique. Je m'explique. Et là, on passe vraiment au niveau de la théorie économique. On vient là à quelque chose de beaucoup plus large. L'Église catholique, traditionnellement, inscrit toujours ces questions-là dans le cadre d'une réflexion sur le bien commun. Le bien commun ayant deux sens traditionnels dans l'Église catholique, c'est à la fois
le bien qui est commun à tous, qui peut être partagé. On est là dans le cadre classique d'une justice distributive ou même commutative. Mais c'est aussi la communauté des biens. On inverse les choses. Et cela a trois aspects tout à fait concrets dans le discours catholique. Je ne vais pas insister, je vous les indique simplement. C'est l'aspect matériel. Le bien commun requiert un ensemble de biens qu'on puisse partager. Il y a un aspect juridique. Le bien commun reconnaît les droits de tous. Toute la différence, notamment dans le discours social de l'Église catholique, entre la légitimité de la propriété privée et la destination universelle des biens, en termes de valeur, qui peuvent rentrer en tension, mais aussi une dimension liée à l'aspect spirituel, la participation de tous aux biens produits et services, et qui ne doit pas être considéré comme un simple partage, mais comme le fruit d'une mise en relation des uns avec les autres. Alors la nouveauté introduite par Benoît XVI dans son encyclique de 2009, il y a toute une partie dans le chapitre qui s'intitule « Fraternité, développement économique et société civile ». C'est les numéros 34 à 42. Je vous cite simplement un extrait du numéro 34, où il aborde la question du don. Il dit ceci: « L'amour dans la vérité place l'homme devant l'étonnante expérience du don. La gratuité est présente dans sa vie sous de multiples formes qui souvent ne sont pas reconnues en raison d'une vision de l'existence purement productiviste et utilitariste. » Fin de citation. Une critique là extrêmement sévère, implicite des conceptions néolibérales et utilitaristes, mais replacée dans une conception très concrète du bien commun du point de vue de l'économie politique, ni somme des intérêts particuliers, ni à confondre avec l'intérêt général. Et là, il y a vraiment une rupture qui est faite, notamment par rapport à la tradition catholique introduite par saint Thomas d'Aquin sur cette question-là. Et ça, les théologiens le repèrent très bien dans le discours de Benoît XVI. Et en fait, derrière cela, il y a une conception de l'économie par rapport au bien commun. Et c'est l'économiste italien Stefano Zamani, économiste à l'université de Bologne, qui le montre très bien. Et j'ai été surpris lorsque j'ai vu l'annonce de la conférence de presse pour la présentation de l'encyclique, que c'était précisément lui qui présentait du point de vue économique l'encyclique de Benoît XVI. J'avais très vite fait le rapprochement entre ce qu'il publiait par ailleurs et ce qui a été publié sous la plume de Benoît XVI. Il ne faut pas être dupe. Le porte-plume sur la partie économique est l'économiste de Bologne. Et cela est très intéressant parce que cet économiste de Bologne s'intéresse à un auteur italien très peu connu qui s'appelle Antonio Genovesi, qui est le premier, en fait, professeur d'économie dont la chaire n'est plus rattachée à une faculté de théologie. C'est le premier dans l'histoire. Et il se trouve qu'il a publié 10 ans avant Adam Smith, dans son célèbre ouvrage sur la cause de la richesse des nations. Et donc, il a publié 10 ans avant Adam Smith sur les leçons sur le commerce et l'économie civile. Et il se trouve qu'on a retrouvé à Édimbourg un exemplaire de cet ouvrage qui serait annoté de la main même d'Adam Smith. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pour Antonio Genovesi, il y a 3 principes dans l'économie libérale et dans l'économie civile qui doivent fonctionner ensemble. Ces 3 principes sont le principe d'échange équivalent, le deuxième, c'est celui de la redistribution, et le troisième, c'est celui de la réciprocité. Alors, si les 2 premiers sont effectivement repris dans la théorie économique d'Adam Smith, le troisième, celui de la fraternité, a disparu.
Et à partir des travaux de Genovesi, etc., ces trois pôles, la thèse de cet économiste italien qui a été membre du comité Nobel pour l'attribution du Nobel d'économie. Donc c'est un économiste mondialement reconnu. Eh bien, si on en revient aux trois pôles de Genovesi, cela permet d'expliquer tous les modèles de solidarité qui existent aujourd'hui. Très rapidement, le modèle qui met en œuvre l'échange et la redistribution constitue l'école de l'État-providence, services et secteur public, que ces fonctions soient assurées par le marché, assurance privée par subsidiarité, mais sur délégation de services publics, ou l'État lui-même, le secteur public. Le modèle qui met en œuvre l'échange et la réciprocité constitue l'école néolibérale, américaine notamment, ou ce qu'on appelle aussi l'école libertarienne. Dans ce modèle, on retrouve les éléments suivants: non-intervention de l'État, pas de redistribution, chacun selon ses mérites, le marché seul comme régulateur. Mais si on prend les deux autres, le modèle qui met en œuvre la redistribution et la réciprocité, eh bien, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle l'école communautarienne. Et ce modèle alternatif d'échange de biens et de services se fait entre les acteurs de la société civile hors du champ classique du marché. L'exemple classique chez nous, ce sont les systèmes d'échange locaux, où quelqu'un va me repeindre une chambre et moi je vais lui réparer son vélo ou ceux de sa famille, etc. Donc qui échappe complètement à la logique du marché ou de la redistribution par l'État. Et ces trois pôles fonctionnant ensemble, avec les trois modèles de solidarité fonctionnant également ensemble, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de privilégier l'un par rapport aux deux autres, et c'est ça la question sous-jacente dans ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que l'économie sociale et solidaire doit prendre le pas sur l'ensemble du terrain, du champ? Moi je pense que non, elle est complémentaire aux deux autres, mais du coup on sort de la logique néolibérale d'Adam Smith et on rentre dans ce que Stefano Zamani appelle en fait l'économie civile et qui est pour lui synonyme de l'économie du bien commun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un modèle l'emporte sur tous les autres, mais que les trois modèles cohabitent ensemble pour faire grandir les personnes dans leurs relations, qui ne sont pas toujours des relations de type marchande, qui ne sont pas toujours des relations de type de redistribution, qui ne sont pas toujours des relations de type échange communautarien ou individuel. Merci pour cette troisième réaction. Alors je sens qu'il y a des réactions sur ma gauche. Moi aussi j'aurais des questions, mais on est arrivé au moment où il faut ouvrir le débat avec vous. Nous avons soulevé beaucoup de problématiques. Certainement que vous avez aussi des questions qui vous brûlent les lèvres. Alors la parole est maintenant à la salle et libre à vous d'interroger un ou deux ou trois des intervenants. Il y a juste une contrainte, si vous voulez bien. Tenez-vous-en à une question. Parfois, il y en a qui essaient de faire un train de questions, deux ou trois d'un coup, et la plus brève possible. Comme ça, le plus de monde pourra s'exprimer. Merci beaucoup. Pour alimenter le débat, deux sous-questions en une. Donc, le micro devant la bouche. Question plutôt. Il faut rapprocher le micro de votre bouche. Question plutôt concrète. Vous avez parlé tout à l'heure d'une entreprise du terroir, la COP, la coopérative. Pourquoi n'a pas-tu su évoluer plutôt dans le sens du déclin que de la prospérité? Et deuxième autre sous-question. J'ai entendu parler dans les actualités d'une entreprise de Haute-Savoie qui s'appelle, je crois, Le Jadis. L'appareil de production est tout à fait performant, les travailleurs, travailleuses sont tout à fait motivés, le carnet de commandes est plus que rempli, et il se pose des questions sur la
pérennité de cette coopérative, pourquoi n'y a-t-il pas une autorité qui assure la pérennité? Le début, c'était quoi sur déclin et à propos de quoi? Déclin et prospérité. Des coopératives. Des coopératives en général. Ou de la COP Alsace, là? COP Alsace. De COP Alsace. Oui, oui, oui. Écoutez, je suis C'est pas... une question diagnostique. Tu étais sociétaire, tu peux pas répondre. Bah, écoutez, bon, je ne vais pas rentrer plus dans un débat trop journalistique. Donc, je veux dire deux remarques. Sur COP Alsace, je crois qu'il y a eu effectivement des défauts de gestion graves. Bon, comme dans n'importe quelle entreprise. Pour ça, je dis que voilà, faut pas non plus être dans une vision trop idyllique. Bon, les réalités sont là. Il y a des milliers d'employés. Il faut que ce soit géré. Et il y a eu des erreurs de gestion et peut-être aussi de vision. Prenez justement le contre-exemple qui est COP Suisse. Et à un moment, il devait y avoir un rapprochement entre COP Alsace et COP Suisse, il ne s'est pas fait. COP Suisse, aujourd'hui, une entreprise qui non seulement est prospère sur le plan économique, mais qui propose des produits, mais une gamme de produits bio et équitables absolument stupéfiants. C'est de regarder, vous verrez tout ce que propose aujourd'hui et de manière tout à fait cohérente l'offre de produits de COP Suisse. Voilà, donc je pense que là, c'est vraiment des erreurs de gestion. Mais c'est aussi peut-être des erreurs de gouvernance, enfin des faiblesses de gouvernance. C'est que dans ces coopératives, il faudrait aussi, et comme dans d'autres entreprises, que les conseils d'administration soient mieux contrôlés par leurs sociétaires et que ces conseils d'administration contrôlent aussi l'équipe de management. On a le même problème. Les administrateurs sont bénévoles, mais qu'ils soient plus vigilants dans le fonctionnement. Bon, ça c'est juste pour moi, c'est effectivement très, très dommageable. Ce que je regrette aussi, c'est que cette question... Il n'y a pas eu une volonté. On a réglé la question économique de COP Alsace de la manière la plus standard qui soit, alors que pour moi, il aurait fallu faire appel aux sociétaires, justement, à une campagne des citoyennes pour demander aux gens, voilà, ce que vous voulez, comment on peut répondre à ce défi économique qui était posé à COP Alsace. Et on l'a fait sur la base d'une restructuration capitaliste pure et simple. Ça a donc permis à Leclerc, qui n'était pas implanté dans la région, de venir, etc., etc. Sur votre deuxième question, vous dites pourquoi il n'y a pas. Alors là, c'est une vraie question sur le financement, mais on ne va pas... le financement de l'entrepreneuriat en France, quoi. Non seulement de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'ESS ou de projets de ce type, de coopératives. Alors, parce que les banques, ça investissent peu, contrairement, reprenez le fonctionnement des banques allemandes, des fonctionnements dans les Länder, elles sont beaucoup plus proches des partenaires économiques. Ce n'est pas le cas. Donc, on essaye de compenser. C'est créé la Banque publique d'investissement, la BPI récemment. Il y a la Caisse des dépôts. Et voilà. Et si, malgré tout, il y a une aide qui va être apportée, c'est bien la BPI qui va apporter cette aide à la coopérative dont vous parlez. Elle va pas, donc du coup, elle va être quand même, entre guillemets, soutenue. Maintenant, il ne suffit pas que le carnet de commandes soit plein, il ne suffit pas, il y a après un problème aussi de trésorerie, de financement de l'investissement, quoi. Donc voilà, c'est une situation économique donnée, et les coopératives, vous l'avez rappelé, Marc, sont dans le même contexte d'une économie de marché. Il y a un deuxième point qu'on peut ajouter pour répondre à la question du déclin ou de la prospérité de certaines coopératives. C'est que certaines coopératives, en plus de une personne, une voix, sont rentrées aussi sur des questions, à l'époque de leur création, d'égalité salariale. Donc là, on n'était même plus dans un rapport de 1 à 7. Et notamment, j'étais en contact avec des coopératives de Franche-Comté, après les affaires LIP, etc. Et c'est au milieu des années 90, avait un problème de renouvellement de personnel. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas sur le marché du travail à trouver des personnes qui partagent l'utopie du projet coopératif. Et donc ça a été, du coup, pour ces entreprises-là, une perte de compétences par des départs tout simplement à la retraite, et qui ont fait qu'elles ont dû changer de modèle économique et très souvent ont quitté au mieux le système coopératif ou sont mortes de leur belle mort dans leur superbe en disant non, il faut que nous maintenions l'utopie jusqu'au bout. Alors certaines ont fait le choix, le compromis, d'ouvrir leur grille salariale de 1 à 7, comme ça a été rappelé tout à l'heure, ou un autre facteur, mais moins important que ce qu'on peut connaître par ailleurs sur le marché normal. Mais ça aussi, ça a été un facteur de déclin dans certains cas, ou de développement dans d'autres, quand d'autres choix ont pu être faits et réalisés au sein d'une coopérative.
Moi, je voudrais, en attendant vos questions, je voudrais réagir sur ce qu'a dit tout à l'heure Marc Fay, parce que le faire tout de suite, parce que là, j'ai du mal à vous suivre. Alors d'abord, je trouve absolument génial, parce que c'est vous, l'historien de la pensée économique ici, et je dis à notre doyen qu'il faudrait qu'on envisage de pouvoir faire des conférences ou des séminaires dans notre faculté sur votre approche, que je ne connaissais pas les deux auteurs. Je ne sais pas si mes collègues ici présents les connaissaient, ni Djamani, ni Genovesi. Mais par contre, là, vous posez, à travers ces auteurs, donc ça a appris beaucoup de choses, mais vous posez un problème crucial qui est la coexistence de ces trois modèles de solidarité. Et moi, c'est là que j'ai quand même un questionnement, c'est que le premier, le modèle redistribution État-providence, il est vraiment en crise. Il ne peut plus fonctionner tel qu'il fonctionne. On le voit dans le cas français, un modèle aussi centralisé, il ne fonctionne que sur la base de prélèvements. Et donc il est aujourd'hui dans l'impasse et il est dans des très gros déficits. Quant au modèle libertarien, je pense que ce modèle, alors c'est sur le plan de la science politique, mais le problème de ce modèle par rapport à la questionnement sur le développement durable, il est dramatique. C'est que ce modèle-là du tout marché ou de l'efficience des marchés, c'est quand même ce qui est derrière, nous conduit directement à la catastrophe aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire coexister les trois modèles parce que l'un de ces modèles est de pensée et d'action, et c'est celui qui est dominant, conduit l'humanité directement à la catastrophe sur la question des changements climatiques, de l'épuisement des ressources, qui est effectivement hyper angoissant. Donc je ne pense pas qu'il puisse coexister, il faut qu'il puisse y avoir des réponses. Alors, pour ce qui est, moi, je pense par exemple que sur la sécurité sociale, qui a été une avancée considérable, ce qui a manqué dans le modèle français, précisément, c'est d'avoir donné plus de place à la communauté et aux mutualités de santé, d'avoir une vision davantage communautaire de cette solidarité qui est une solidarité totalement centralisée avec tous les coûts de fonctionnement que ça implique. Et du coup, c'est la redistribution et la réciprocité, donc dans le modèle de l'ESS, qui pourrait aussi être une réponse à la crise du modèle de l'État-providence et aussi une réponse par rapport aux questions que vous posiez sur cette finalité sociale et environnementale qui soit de nouveau à l'ordre du jour et qui contre. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'avenir n'est que dans l'ESS, mais je pense que la coexistence des trois modèles face au questionnement du développement durable et de la décroissance n'est pas possible. Il va falloir qu'on aille dans des choix beaucoup plus volontaristes. Surtout, n'hésitez pas à lever la main. On vous donne. Voilà, on a quelqu'un au fond. Et ensuite, Monsieur Sigwald devant. J'avais une question par rapport aux formes de développement des financements éthiques et solidaires pour accompagner le développement de ces structures. Et aussi une question sur l'implication de la population, des habitants. Ça nécessite de l'information aussi. Voilà. Vous voulez répondre, Marc? Parce que vous avez évoqué les finances solidaires. Alors, objectivement, il y a tout le volet qu'on a développé sur la dimension de la finance solidaire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, alors, moi, je ne suis pas suffisamment au fait, mais je sais qu'en France, on a une législation qui fait qu'on a du mal à pouvoir développer une finance solidaire. Néanmoins, celle qui s'en rapproche le plus, c'est le crédit coopératif, mais il est quand même adossé à la Banque populaire, et des éco-crédits et la nef, voilà, merci, je cherchais. Donc, qui sont vraiment dans l'esprit que vous invoquez ici. Alors, parce qu'il y a un vrai débat, enfin, pour moi, il y a une vraie question qu'on n'a pas assez posée, on peut la poser aujourd'hui, mais où il n'y a pas de débat. Hein. Je veux bien que Étienne Flimien, ancien président de la Banque fédérative du Crédit Mutuel, parcourt le monde pour vanter l'avantage des banques coopératives, mais on n'a pas vraiment de débat ici et localement, ou de dialogue avec lui pour savoir si et jusqu'où le Crédit Mutuel est et reste une banque coopérative. Quand on sait que pour le crédit agricole, il y a deux passes. Les caisses régionales du crédit agricole fonctionnent comme des banques coopératives, avec des sociétaires, etc. Mais par contre, il y a CASA, Crédit Agricole SA, qui, elle, fonctionne comme une banque normale. Et Jean-Marie Sander, sur cette question, voilà, il est lui-même, aujourd'hui pourtant venant du monde du syndicalisme agricole et tout, très sensible à cette question, mais c'est une vraie question. Il y a eu une dérive des banques coopératives. Alors ça n'a pas atteint, je dirais, ce qui s'est passé, même s'il y a eu
caisse d'épargne, avant la fusion Caisse d'épargne Banque Populaire, les 600 millions d'euros qui s'étaient volatilisés du fait aussi de ces pratiques sur les marchés de la caisse d'épargne. Globalement, elles sont moins engagées que ne l'ont été les banques commerciales classiques, mais il y a un vrai questionnement sur ce qu'on entend aujourd'hui par banques coopératives. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à la deuxième question? Vous posiez la question de l'information vis-à-vis des gens directement. Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que vous considérez qu'il n'y en a pas assez? Est-ce que quel est exactement le... Oui, prenez le micro, sinon l'enregistrement sur Internet ne fonctionne pas. Pour que la population, les habitants dans les territoires s'impliquent, favorisent le fonctionnement, gèrent leurs achats, gèrent leur consommation différemment, la réfléchissent et deviennent acteurs de leur territoire, pour que tout cela fonctionne, il faut peut-être qu'il y ait une information de la population qui s'organise différemment dans les territoires, et pour que l'habitant devienne acteur, impliqué dans le développement de l'économie sociale et solidaire, et donc acteur du développement de son territoire. Voilà, c'était ce à quoi je réfléchissais tout à l'heure en vous entendant. Comment les gens, comment les habitants sont informés et peuvent agir. Écoutez, c'est tout l'engagement citoyen. On a fait, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire en novembre, avec les gens du parc naturel régional des Hauts-de-Vosges, sur le PTCE, conférence qui était à Sainte-Marie-aux-Mines. Malheureusement, malgré tout le battage, il y avait 20 personnes dans la salle. Donc après, il y a aussi le problème de l'intérêt des gens, d'avoir une autre démarche, une autre réflexion. Mais il y a quand même... Moi, je vois des tas de collectifs citoyens aujourd'hui qui essayent sur les territoires de se prendre en charge, sur les énergies citoyennes, je parlais avant des jardins partagés. Il y a des tas d'initiatives qui, d'ailleurs, c'est très dommage, dans les médias, ne sont pas assez mis. Il y a carnet de campagne sur France Inter à 12h30 et de temps en temps, mais c'est fou. On n'a qu'une vision, je m'excuse, je vais monopoliser un peu la parole là, une vision tout le temps défaitiste et pessimiste, et toutes ces initiatives qui ne cessent de se faire au jour le jour sont vraiment marginalisées dans la communication, dans la présentation. Donc vous avez raison de ce point de vue-là, mais il faudrait davantage faire connaître ce type de projet entrepreneur, enfin ce type de projet qui soit en lien, ou je disais l'environnement, l'agrobiologie ou autre. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais je dis, on était jusqu'à Sainte-Marie un soir pour présenter ce qu'était le PTCE, ses visions relationnelles. Voilà. Et Monsieur Sigwald, voilà. Ma question a trait au rapport entre la politique ou le politique et l'économie ou l'économique. Qui donne ces lois à l'économie? La solidarité, le bien commun, est-ce que c'est l'économie qui les définisse ou est-ce que c'est le politique? Et peut-être il y a là une réponse à la question qui avait été posée par Martin Kopp, ces notions de solidarité, de partage qui sont liées à l'économique. D'où est-ce qu'elles proviennent, ces notions? Et quelle est l'instance de décision pour dire à l'économie, voilà, ces notions font partie de ce qui doit être réalisé au plan économique. Donc le rapport entre l'économie et la politique. Alors, votre question me semble... la dernière formulation, c'est le rapport entre l'économie et la politique, alors que moi je répondrais au niveau du politique. Il me semble que c'est le politique qui doit montrer l'horizon. Et précisément, l'une des vertus de l'économie sociale et solidaire, c'est d'amener les citoyens à se réapproprier leur quotidien. Et c'est en cela que je n'attends rien de la politique. Je n'attends pas que la politique fasse avancer cette économie-là, mais par contre, le politique au sens le plus local, c'est-à-dire la réappropriation par tout un chacun de sa propre vie et notamment de sa vie économique, eh bien, il me semble que c'est à ce niveau-là qu'on peut attendre une promotion de l'économie sociale et solidaire. Et ça me permet de répondre aussi à la question précédente sur l'information.
il me semble que si on faisait des sondages dans la rue, beaucoup de nos concitoyens n'ont jamais entendu parler ni du crédit coopératif, ni des AMAP, ni du CEL, etc. Parce que précisément, nous sommes dépendants d'informations qui viennent d'en haut, qui viennent des grands médias. Le propre de l'information au sujet de l'économie sociale et solidaire, c'est une information plus horizontale, c'est beaucoup plus le bouche à oreille. Personnellement, c'est comme ça que j'ai entendu parler du crédit coopératif par quelqu'un qui y était. Et ensuite, moi, j'en parle. Donc, c'est le bouche à oreille. Et il me semble que cette information de type plus horizontal est en cohérence avec le projet de l'économie sociale et solidaire. Si on revient au XIXe siècle avec l'école solidariste, les solidaristes ne croyaient pas du tout à la prise du pouvoir dans un sens marxiste, ni évidemment au laisser-faire dans un sens libéral échevelé, mais croyaient beaucoup plus à la réalisation concrète au niveau local d'une coopérative, d'une finance solidaire, qui ensuite donne envie aux autres, donc par une sorte de contagion positive, de proche en proche. Et donc il me semble que dans la logique même de l'économie sociale et solidaire est en connexion avec une information qui ne vient pas d'en haut, mais qui est horizontale. Est-ce que je peux ajouter un élément, un complément de réponse à ce qui vient d'être dit? Ça me permettra aussi de répondre de manière tangentielle et latérale à la critique formulée tout à l'heure par Francis Kern. Parce que ces choses-là sont étroitement imbriquées à mon avis. Je pense que dans l'histoire récente, il y a eu un abandon de l'économique par le politique, qui a sciemment abandonné un certain nombre de choses au seul milieu économique, et notamment parce que les deux sont intimement liés, je dis bien intimement liés, dans la mesure où beaucoup d'États empruntent sur le marché public pour mettre en œuvre leur modèle d'État-providence et de solidarité par la redistribution. Donc là, il y a un premier problème parce que vous ne pouvez pas être à la fois celui qui régule, mais qui va emprunter chez celui qui est censé être régulé. Vous voyez bien que là, il y a, c'est comme l'eau dans l'huile ou l'huile dans l'eau. Pour faire prendre la mayonnaise, il faut vraiment battre beaucoup pour que ça fonctionne. Et je pense que là, il faut vraiment que le politique se reprenne en main et reprenne la main sur l'économique pour le réguler. On pourrait même dire, à la limite, pour le moraliser, un terme qui va peut-être faire dresser les cheveux sur la tête, mais je crois que c'est de ça qu'il s'agit, parce que il ne s'agit pas, pour l'un ou l'autre des acteurs, de penser être le tout de la société. Je m'explique, et ça répond à Francis Kern. Ni l'État, ni le marché, ni l'individu ne sont pris individuellement le tout de la société civile. Mais une société d'individus sans de relations contractuelles les uns avec les autres, avec des échanges, avec un marché qui fonctionne simplement pour l'échange de biens et de services dont on peut avoir besoin, un modèle de redistribution de l'État qui va prendre en charge un certain nombre de critères de redistribution par rapport aux plus pauvres. Alors là, on pourrait rentrer sur les définitions de la pauvreté avec Serge Pogam, etc., pour voir ce qu'on appelle et à partir de quand on est sous un seuil de pauvreté ou non, économiquement parlant. Il faudrait reprendre là, ça fera une autre conférence dans un cycle à refaire, comme ça a été dit tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais le fait d'en prendre conscience et de vouloir fonctionner les trois pôles ensemble permet de relativiser les trois pôles. À la fois pour que l'individu ne cherche pas simplement à être face à tous les autres, là on serait dans un type anarchiste ou même idéologique, c'est-à-dire avoir raison face à tous les autres, d'être sur le seul modèle du marché, c'est-à-dire là c'est le plus fort qui gagne,
mais de ne pas être non plus sur le seul modèle étatique de redistribution. On a bien vu dans l'histoire ce que ça a donné. Donc, c'est pour ça que je disais que essayer de faire fonctionner les trois ensemble peut être peut-être une solution plus humanisante pour les personnes qui vivent dans la société d'aujourd'hui que de chercher à opposer les trois modèles. C'est simplement essayer de les faire coopérer. C'est peut-être pas simple, mais ça peut être, à mon avis, une piste intéressante pour l'avenir. Pour rebondir ce que vous dites, je peux Si, n'hésitez pas. Il y a une dynamique qui est très bien entre deux. Alors, on a une question. Alors, on a le temps encore. Si vous me permettez, je vais plutôt donner priorité à la question. Il est 1h30, et puis comme ça, peut-être tout à l'heure, vous pourrez encore ajouter. Oui. Vous avez cité les uns et les autres des critères d'appartenance au mouvement de l'économie sociale, tous les uns après les autres. Considérez-vous toujours aujourd'hui que les banques mutuelles et coopératives appartiennent toujours à ce mouvement? J'ai personnellement l'impression qu'elles en utilisent l'image, mais qu'elles n'en ont pas tous les critères, la redistribution entre autres. Bon, il faut bien que quelqu'un se lance. Je n'ai pas la réponse exacte à ce que vous êtes en train de souligner, mais il me semble toutefois qu'on ne peut pas mettre non plus toutes les banques mutualistes dans le même panier. On le voit bien, y compris dans les notations internationales. Le crédit mutuel n'est pas mis en cause de ce point de vue-là avec des emprunts toxiques comme l'est par exemple son concurrent sur le territoire français, le Crédit Agricole. Là, il y a déjà, me semble-t-il, une différenciation entre les différents groupes. Maintenant, moi, il me semble qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est que ces banques mutualistes agissent sur le marché, mais sans en avoir les contraintes. C'est-à-dire qu'elles ne courent pas le risque d'être achetées par un concurrent, parce qu'elles sont sur un autre modèle. Et là, alors du coup, si on en reste uniquement sur la loi du marché, est-ce que là, il n'y a pas une concurrence faussée? On peut se poser je pose la question de manière provocante, et j'en suis conscient, mais il y a là des questions, du coup, qui se posent du point de vue des critères que l'on attribue à des organismes financiers et d'égalité de traitement entre les organismes financiers. Mais il peut y en avoir d'autres. Je pense, par exemple, à un certain nombre d'initiatives de microcrédit, par exemple, qui ont été également mis en cause récemment dans certains États. Il y a là aussi des différences, des nuances, et est-ce qu'on va trouver des critères internationaux qui soient respectés par tous pour que tout le monde joue et coopère dans sur le même terrain? Ça, c'est une vraie question, mais où je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Mais votre question concernait quand vous parliez de coopérative et qu'il n'y avait plus que le nom, que à propos des banques ou plus généralement de toutes les coopératives? Non. Uniquement à propos des banques mutualistes et coopératives. On est en ce moment à l'heure des nouveaux critères de Bâle. Que font ces banques? Elles optimisent leurs fonds propres. Elles ne peuvent pas faire autrement. Donc, vis-à-vis de leurs clients, même si elles sont, entre guillemets, mutualistes ou coopératives, la redistribution en direction des clients est infime. De quel droit appartiennent-elles encore à ce mouvement? Je ne vois pas. C'est vrai. Alors pour une raison quand même, comme le rappelait Marc tout à l'heure, c'est qu'elles ne sont pas prises dans le besoin de devoir distribuer des dividendes chaque année et de vérifier quelle est l'évolution des titres à la bourse. Donc si elles veulent ne pas rentrer dans les critères prudentiels de Bâle 3, ok, mais autrement, le fait d'avoir voulu jouer la spéculation au moment où c'est effréné avant la crise de 2007, elles n'étaient pas obligées de le faire. Je pense que là, il y a vraiment... Et ça va même plus loin, c'est que je me rends compte que d'abord, deux remarques aussi, pour nous tous,
c'est que si nous sommes au Crédit Mutuel, lesquels d'entre nous vont aux assemblées générales où on pourrait essayer de faire bouger le système, comment fonctionne notre caisse. Donc, en fin de compte, les gens des conseils d'administration des caisses sont souvent peu contrôlés. Et que deuxièmement, comme ils veulent parfois être plus royalistes que le roi, souvent je remarque que dans les caisses du Crédit Mutuel, les conditions d'obtention des prêts vont être encore plus draconiennes que dans une banque commerciale classique. Je vais dans votre sens. Mais c'est encore un problème de gouvernance. Elles auraient les possibilités, je pense, d'avoir d'autres pratiques. C'est un vrai débat. Pour ça, elles ne sont pas à dire, elles sont dehors, c'est les questionner, les interpeller pour dire quelles seraient les pratiques qui vous permettraient de rester au-delà des slogans publicitaires des banques mutualistes et coopératives. Mais c'est jouable. Alors, je me permets de dire que nous arrivons vers la fin de cet échange. Je vais laisser, comme dit, 30 secondes de 3 intervenants pour réfléchir à un petit mot de la fin chacun. Et je profite de ces 30 secondes pour faire une petite réaction personnelle. Vous posiez la question de l'information. Moi, c'est peut-être une réaction de quelqu'un qui a la vingtaine encore. Mais aujourd'hui, l'information, elle est super disponible. Vous allez sur Google, vous cherchez et vous trouvez en 25 secondes ce qu'il vous faut. Et moi, je m'étais posé la question des banques éthiques. J'étais au Crédit Mutuel et vous cherchez banque éthique dans Google, vous trouvez un rapport de 2009 d'Attaque et des Amis de la Terre, où là, la société civile peut servir justement à évaluer avec un œil extérieur, pas forcément qui atteint la neutralité scientifique, mais au moins un œil critique. Et à l'époque, ils avaient fait une différence en disant les 2 seules banques qui rentrent dans leur catégorie verte, ils avaient fait les choses de façon pédagogique, c'était la Nef et le Crédit Coopératif. Et quelques années plus tard, ils ont voulu refaire l'étude. Et là, le Crédit Mutuel n'a même pas répondu au questionnaire, donc il avait 0 partout, parce qu'il n'a pas joué le jeu de la transparence. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé d'aller au Crédit Coopératif. Donc c'est juste un exemple pour dire aussi, on est dans une civilisation d'Internet où les choses sont là. Et est-ce que le problème, c'est pas, pour réagir à la question du politique, aussi une privatisation des individus au sens du philosophe Cornelius Castoriadis, c'est-à-dire qu'en fait, le politique ne nous intéresse plus et on reste dans notre sphère privée. Et donc, alors que l'information est là, on ne va pas la chercher. Je me suis permis tout à la fin une petite réaction personnelle, mais c'était pour donner le temps aux 3 intervenants de trouver leur petit mot de la fin. Donc, je leur donne la parole une dernière fois, chacun, avant de vous laisser partir. Je vais y aller. Alors, en 30 secondes, l'intitulé de notre soirée, c'était « Face à la pauvreté, l'économie sociale et solidaire ». J'aime bien cet intitulé « Face à la pauvreté » plutôt que « Contre la pauvreté ». Ce que j'ai essayé de dire, c'est dans mon introduction tout à l'heure, c'est que la pauvreté peut être aussi une valeur si elle est choisie. Évidemment, il faut lutter contre la pauvreté subie, mais la pauvreté peut être envisagée autrement. Et il me semble que l'économie sociale et solidaire nous permet d'éviter le réductionnisme économique ou économiste pour ne pas voir seulement la pertinence économique d'un modèle comme celui-ci, mais de voir à quel point l'économie sociale et solidaire converge vers une quête de valeurs et notamment vers la valeur de restauration de la personne. Il me semble que c'est cela, la restauration de la dignité de la personne humaine, qui peut être au cœur même de ce projet et qui n'est pas réductible à l'économique. Ça fait même pas 30 secondes, ça fait 27,5, donc c'est parfait. Dans l'ordre, moi je pense, je vais conclure, conclure. Vous peut-être pour ouvrir d'autres débats, mais par rapport à la question de monsieur qui était économie et politique. Et je vous rappelle qu'effectivement, les économistes au XIXe siècle faisaient de l'économie politique. Les grands dont on a cité, Smith, Ricardo et Marx. Le Capital de Marx s'appelle « Critique de l'économie politique ». Et tout d'un coup, après la Seconde Guerre mondiale, l'économie politique est devenue la science économique. Non ? Alors, il faut que ça questionner pourquoi elle est devenue science. Parce qu'on y a introduit des outils mathématiques, de la modélisation, comme dans les sciences dures, et ça a permis de faire, d'après moi, se donner cette preuve de scientificité, alors qu'elle reste fondamentalement en lien avec le politique et le social. Mais malgré tout, cette science économique est restée en rapport avec le politique à travers les politiques économiques, grâce à Keynes. Politiques économiques, sociales, l'intervention de l'État.
Et ce qui s'est effectivement passé ces 30 dernières années, c'est qu'on assiste en plus à ce désengagement de l'État et donc au tout marché et à l'individu. Vous l'avez assez rappelé, l'individu et le marché. Et peut-être que l'ESS, pour reprendre notre préoccupation de ce soir, et le modèle de réciprocité-redistribution dont vous parliez tout à l'heure, c'est une manière, aujourd'hui, pour la société civile, de reformuler dans l'action un lien entre politique et l'économie, mais cette fois pas le politique au sens de l'appareil d'État, mais le politique au sens de la société civile dans son ensemble, avec l'ensemble des acteurs dont on parlait tout à l'heure. De redonner, si vous voulez, de l'épaisseur, de redonner du sens à cette vision entre l'économie et la politique. Et de ce point de vue-là, ça sera peut-être l'occasion de prochains cycles et de confronter nos idées. Moi, j'ai moi-même, à travers l'ESS, travaillé avec des collègues sociologues sur la notion de bien commun. Et en particulier dans un domaine, que le bien commun, le droit à la terre devienne un bien commun. Parce que quand on voit aujourd'hui la question de l'accaparement des terres qui s'opère, c'est des dizaines de millions d'hectares qui est en train de se passer dans les tiers-mondes, si on pouvait aller dans le sens du droit à la terre en tant que bien commun, justement, on pouvait éviter ça. Donc ça pose une vraie question en économie et dans l'ESS, c'est qu'on ne connaît que le bien privé, or il y a aussi le bien public. Mais le bien public, c'est quand même d'abord l'État, et donc derrière le bien public, il y a le bien communautaire, le bien collectif et le bien commun. La question se pose aussi non seulement pour la terre, mais pour l'eau, et peut-être l'air aussi un jour, s'il faut la filtrer pour qu'on puisse encore respirer. Ça, ce sont des questions absolument qui sont importantes. Mais juste pour conclure et rester dans les délais impartis, je pense que les motivations des uns et des autres sont très diverses pour être venus ici participer à cette table ronde. Et il me semble qu'avec tout ce qui a été dit sur des registres et des niveaux différents, je vous souhaite simplement une bonne suite de réflexion. Voilà, merci beaucoup aux trois intervenants. Merci à vous d'être venus. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a donné à penser. Et encore bonne soirée à tout le monde.